écologistes prétendent que l'exploitation forestière compromet l'avenir de la forêt et nuit aux espèces animales qui l'habitent. Dans le cadre de son programme de recherche sur la forêt québécoise, l'Institut économique de Montréal est allé visiter une pourvoirie pour observer comment cohabitent les activités liées à la faune et les activités de coupe. Est-ce que la coupe forestière peut faire bon ménage avec le développement durable? Est-ce que l'exploitation des papetières compromet l'habitat des animaux ou même l'avenir de la forêt? Beaucoup de bruit a été fait depuis la sortie du film L'Erreur boréale de Richard Desjardins il y a une quinzaine d'années. Présentement, vous voyez les images d'une vidéo lancée aujourd'hui par l'Institut économique de Montréal. Est-ce que les forêts québécoises sont en santé? C'est notre sujet d'aujourd'hui à la une. Et pour en parler, nous avons deux invités. D'abord, nous avons Jasmin Guénette, qui est vice-président de l'Institut économique de Montréal. Monsieur Guénette, bonjour. Bonjour. Et également Philippe Bourque, directeur général du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Monsieur Bourque, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Je commencerai peut-être avec vous, Monsieur Guénette, parce que la vidéo qu'on vient de voir, c'est la deuxième année de suite où vous faites une vidéo pour un peu faire valoir votre point de vue. En un an, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé selon vous? En fait, ce qu'on remarque quand on va sur le terrain, c'est que l'état de la forêt est bien loin de ce que certains groupes peuvent affirmer. La forêt, au Québec, elle est en santé. Le couvert forestier est stable, voire augmente depuis le début des années 80. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'année passée, j'étais à Dolbeau-Mistassini pour faire une vidéo. Cette année, j'ai été à Latuc visiter une pourvoirie pour voir un peu comment cohabitent les activités de coupe forestière et les activités de chasse et pêche. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces activités-là s'arriment très, très bien ensemble. C'est bon autant pour les activités de chasse et pêche que c'est bon pour les activités de coupe forestière, si on veut. Deux endroits différents, mais sur un an, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou vous voyez des choses différemment? Écoutez, depuis que j'ai commencé ces travaux-là, je me rends beaucoup en région, je visite les forêts et encore cette fois-ci, je suis impressionné par la grandeur de notre forêt, je suis impressionné par la nature qu'on a au Québec. Je trouve qu'on est vraiment choyé d'avoir toute cette ressource-là ici. Et à chaque fois que je rencontre des gens qui la côtoient au quotidien, des chasseurs, des gens qui travaillent pour des entreprises forestières, je suis à chaque fois émerveillé de voir à quel point ils ont à cœur cette forêt-là. Et tout ce qu'ils font en forêt, c'est dans le but de permettre à la prochaine génération d'en profiter autant que nous, on peut en profiter aujourd'hui. D'entrée de jeu, dans votre vidéo, vous parlez un peu du tapage médiatique ou le son alarmiste de certains écologistes. Ça a peut-être été vrai il y a une quinzaine d'années et peut-être avec raison lorsque Richard Desjardins a publié son documentaire. Maintenant, oui, il y a encore des activités de la part des écologistes, mais est-ce que, selon vous, les écologistes faussent encore beaucoup les données par rapport à ce que vous voyez sur le terrain? Bien, évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais il y a certains groupes écologistes, oui, qui affirment des choses qui, quand on va voir sur le terrain, m'apparaissent fausses. Et à l'occasion, on a plutôt l'impression, par exemple, que la forêt est en mauvais état au Québec. Bien, quand on va la voir, la forêt, puis qu'on se promène dans les grands territoires, on la voit, la forêt, on voit des terrains coupés. Donc, couper la forêt, ça ne veut pas dire détruire la forêt. On la jardine, cette forêt-là. Les arbres vont repousser. Il faut bien le faire. Ça ne veut pas dire que des fois, il ne peut pas y avoir des petites choses qui vont plus ou moins bien, mais de façon générale, quand on jardine la forêt, ça se passe bien. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains groupes écologiques qui ont davantage un agenda politique que réellement environnemental. Et ça, c'est déplorable. C'est déplorable parce que les gens qui travaillent là-dedans sont attentionnés. C'est déplorable parce que nous, on est l'Institut économique de Montréal. La forêt, c'est un moteur économique important. Il y a beaucoup d'emplois, notamment en région. C'est des jobs bien payés. Ça garde les gens en région. Les ingénieurs, des gens avec des qualifications très intéressantes, avec du travail bien payé, qui font du travail bien rémunéré. Et la forêt, c'est tout ça. C'est l'écologie, mais c'est aussi l'économie. Monsieur Bourque, vous collaborez avec des groupes environnementalistes. Vous, votre état de la situation, est-ce qu'elle est en santé, la forêt québécoise? Je n'aurais pas les qualifications pour vous dire s'il est en santé ou pas. Moi, ma perception, par contre, c'est que depuis 10-15 ans, effectivement, on a beaucoup réformé notre modèle de gestion de la forêt. On l'a beaucoup amélioré et déjà des améliorations sont perceptibles. Dans la vidéo qu'on dévoile aujourd'hui, j'aime beaucoup l'attention qui est mise sur la conciliation entre l'activité forestière d'exploitation de la forêt et d'autres types d'activités, dont le tourisme, par exemple, ou dans les pourvoiries. Je pense que c'est un élément fondamental
Il faut arrêter de mettre en opposition l'environnement puis l'économie et plutôt montrer que c'est possible de faire des choses compatibles. Et en ce sens-là, ça rejoint des propos qu'on continue à dire, mais qui étaient encore plus virulents à l'époque, de dire qu'il faut arrêter de voir la forêt uniquement comme du bois, comme de la matière ligneuse. La forêt peut apporter une foule d'autres bénéfices à l'économie, dont le tourisme, dont la faune, la flore. Le plus bel exemple, c'est la production de sirop d'érable. C'est pas de la matière ligneuse, c'est pas du bois, mais par contre, on a un sous-produit de ça qui apporte beaucoup de bénéfices économiques pour le Québec. Mais le reboisage ou la reforestation, ça va bien? Bien, écoutez, ça encore là, je ne suis pas capable de vous dire si c'est suffisant pour... il y a eu une grosse étude qui a été faite, une commission d'enquête, le rapport Coulombe, qui a été publié au tournant des années 2000, qui à ce moment-là a dit... Dans les années 90, on coupait trop de bois par rapport à la possibilité forestière, et donc on a fait des ajustements. Donc, forcément, j'ose croire que la situation s'améliore et les données que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, on coupe moins de bois que la possibilité forestière. Donc, forcément, on a une industrie qui est saine. Il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a d'autres menaces. Il n'y a pas juste l'industrie forestière qui menace la forêt. Il y a les changements climatiques. Il y a des ravageurs. En ce moment, on assiste à l'émergence d'une nouvelle épidémie de la tordeuse des bourgeons d'épinette, une 4e en un siècle. C'est préoccupant. Donc, c'est d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut établir l'état de santé de la forêt. Les vents, les feux de forêt. C'est ça, exactement. En superficie, là, pour faire un peu de pouce sur ce que vous venez de dire, en superficie de la forêt, il y a autant de bois qui est coupé qu'il y a de bois qui subit les aléas de la nature. Et puis, c'est vrai qu'on a dépassé à un certain moment la possibilité forestière, le nombre d'arbres que le gouvernement accorde chaque année aux industriels pour couper. C'est arrivé à 4 ou 5 occasions, mais pendant une très, très longue période de temps, donc durant le temps des concessions, la possibilité forestière n'était pas dépassée. Quelques pointes durant la période des CAF, et aujourd'hui, on est retombé à un niveau où on coupe 1% du bois commercial disponible. Donc, c'est, au total de la superficie de la forêt québécoise, le nombre de bois à chaque année qu'on coupe pour faire cette activité économique-là précise, c'est très, très peu par rapport à la forêt dans son ensemble. Puis, pour revenir au point que vous mentionniez plus tôt, c'est vrai qu'il y a d'autres activités économiques en forêt. Au niveau des emplois reliés à la faune, par exemple, c'est 30 000 emplois au Québec. Ça peut paraître un petit chiffre, mais quand on va en région, c'est important. 60 000 jobs spécifiquement reliés, des emplois directs, là, spécifiquement reliés à la forêt. Ça, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est près de 12 000 emplois. Ça, c'est des jobs qui sont bien payés. Et en région, c'est un moteur économique essentiel pour la survie de ces régions-là. T'sais. N'empêche, c'est quand même l'industrie forestière et les papetières qui sont les moteurs économiques pour les forêts. Et on sait qu'au cours des dernières années, ça a été plutôt difficile. Les prix du bois ont baissé. Et avec la transformation, notamment, qu'on connaît dans les médias, on utilise beaucoup moins de papier. Tout à fait. Maintenant, est-ce que vous vous inquiétez un peu pour la situation économique pour ces industriels-là en raison du contexte économique? Bien, je vous dirais que nous, on est une organisation qui représente les régions. Donc, on a la même préoccupation de s'assurer de la vitalité des régions. Donc, cette industrie-là, qui est en transformation, ça nous préoccupe. Donc, on travaille sur d'autres formes de débouchés, donc de diversifier la valeur de la forêt autrement que juste pour la coupe forestière pour le papier. On le voit que cette industrie-là, on ne pense pas qu'à moyen et long terme, ça va s'améliorer. Par contre, l'usage du bois dans la construction, on a été parmi ceux qui étaient membres de la Coalition Bois, qui a milité pour qu'on utilise plus de bois dans les matériaux de construction, justement pour créer un marché au Québec, voyant qu'aux États-Unis, il y avait un déclin, qui était probablement temporaire, mais au moins d'essayer de faire en sorte qu'au Québec, on soutient notre propre industrie. Même chose dans le cas de l'énergie. Je pense qu'il y a du travail à faire, puis on milite pour ce qu'on utilise la biomasse forestière résiduelle pour le chauffage en remplacement de combustibles fossiles, par exemple. Donc, il y a des façons différentes de voir et de valoriser la forêt, de lui donner plus de valeur, et ça va être bénéfique pour l'économie et pour l'environnement. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme
une conjonction. Une vision de Attendez, développement durable. Voilà. C'est ça. Vous avez parlé des facteurs négatifs, les feux de forêt, c'est évident, on l'a vu l'été passé avec les nombreux feux de forêt qu'on a eus, mais vous avez évoqué les changements climatiques, notamment une bactérie qui tue certains arbres, si je comprends bien. Mais est-ce qu'il y a un facteur réchauffement climatique également qui entre? Là, j'ai parlé pas de la bactérie, mais en fait, c'est un insecte là, qui ravage la tordeuse, qu'on appelle la tordeuse des bourgeons d'épinette. Évidemment, c'est un cycle. Il arrive de façon cyclique des épidémies. Là, on est à la veille d'en avoir une nouvelle très présente sur la côte nord. Ce qui est différent et qui est probablement relié au changement climatique, c'est qu'il y a une montée vers le nord de son aire de distribution et donc on va assister à des impacts dans des territoires où il n'y en avait pas habituellement. C'est ça qui est nouveau et c'est ça qui va avoir des implications assurément sur l'industrie forestière. Donc, il faut se préoccuper de ça. Il faut aussi être sensible à qu'est-ce qu'on peut faire de ce bois qui est atteint là. En Colombie-Britannique, il y a un autre insecte, le dendrone du pin, qui a provoqué des épidémies, mais à ce moment-là, l'industrie s'est ajustée, le gouvernement aussi, pour dire qu'est-ce qu'on fait du bois affecté et comment on peut l'utiliser pour éviter d'avoir des pertes. Donc, tout ça, il faut être alerte pour ça. Ça prend une gestion serrée. Est-ce que le gouvernement du Québec a pris des mesures, justement, pour régler ça? Je ne suis pas un spécialiste. Je sais qu'il y a eu un colloque récemment sur le sujet là, qui a duré 2 jours où on réfléchit. Maintenant, je ne connais pas encore les mesures, mais il y a beaucoup de travail qui se fait au gouvernement du Québec dans le cadre de la réforme. Actuellement, il y a entre autres une consultation sur la valorisation économique du bois. C'est très intéressant pour voir comment on peut faire en sorte de moins baser notre évaluation de l'économie de la forêt sur la quantité de bois, mais sur la valeur. Et là, ça, c'est une nouvelle approche. Ça demande un peu un changement, mais c'est super intéressant de voir comment on peut dynamiser notre secteur forestier en l'entrevoyant d'une autre façon. Vous, comment vous voyez ça, dynamiser la forêt au-delà des papetières ou des industriels? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut développer des nouveaux secteurs d'activité? Bien, écoutez, oui. Je pense que ces secteurs-là d'activité vont se développer au fur et à mesure qu'il va y avoir une demande peut-être pour des produits différents. On voit présentement les récoltes de bois sur le territoire québécois se font à 90 % selon certaines certifications. Fait qu'on voit déjà que le marché, l'économie, a des demandes spécifiques qui sont plutôt environnementales et les entreprises travaillent pour satisfaire leur clientèle, donc se soumettent à ces certifications-là. Par contre, il y a comme il y a quelque chose qui pèse un peu présentement sur l'industrie forestière, c'est le nouveau régime forestier. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui travaillaient en forêt, les industriels, les entreprises, les entrepreneurs forestiers étaient imputables de leurs actions. Donc, ils étaient en forêt et puis étaient responsables de ce qu'ils faisaient en forêt. Aujourd'hui, avec le nouveau régime forestier où le gouvernement vraiment décide là où on coupe, de quelle façon on coupe, et le gouvernement aussi décide comment reboiser les secteurs. Donc, ce ne sont plus les entreprises qui sont responsables de ça. Et là, on voit des problèmes de communication entre les entreprises et le ministère. On voit un manque d'imputabilité parce que les gens qui prennent les décisions ne sont pas nécessairement sur le terrain. Donc, ça engendre une série d'effets pervers qui, à long terme, pourraient avoir un impact important, non seulement sur le secteur comme tel, mais également sur la forêt. T'sais. Un régime forestier qui a été mis en place pour corriger peut-être certaines erreurs passées. Maintenant, il faudra voir si faudra corriger à nouveau. Une position, vous, par rapport au régime forestier actuel? Je pense que pour l'instant, c'est un peu tôt pour effectivement évaluer ses bénéfices. On est vraiment en train encore de le réformer. Il reste des choses à mettre en place, comme la stratégie d'aménagement durable des forêts. Mais effectivement, tout est perfectible et il faudra être attentif s'il y a des effets pervers, s'il y a des manques au niveau des communications, des corriger pour éviter de créer un problème ailleurs. Donc, en voulant en corriger. Hein. Il y a eu plusieurs types de régimes forestiers au fil des années. On a eu les concessions pendant un bon bout de temps. Après ça, on a eu les contrats d'aménagement qu'on connaît sous le terme des CAF. Ces deux types de régimes forestiers-là avaient une approche à long terme. Donc, les gens qui travaillaient en forêt avaient une perspective à long terme d'utiliser le territoire. Un des problèmes avec le nouveau régime forestier, c'est que ça se fait d'année en année. Donc, on avise les gens où on peut aller, quel genre de travaux on peut faire d'année en année. Et d'un point de vue d'investissement, d'un point de vue de planification à long terme pour s'assurer qu'on va bien chercher la ressource là où on doit aller la chercher,
Ça, c'est problématique. C'est à espérer que le nouveau régime va être modifié pour donner plus d'imputabilité aux gens qui sont sur le terrain, plus de responsabilité. Je reviens à votre vidéo où vous semblez avoir une affection particulière pour le caribou, parce que vous dites que la coupe en forêt peut même avoir certains effets bénéfiques pour les caribous, certains sentiers qui sont déboisés, des caribous et des orignaux. Ouais. Parce que, bon, je veux dire, à une certaine époque, les caribous et les orignaux survivaient très bien, même si on ne leur faisait pas des beaux chemins. Mais là, est-ce que vous inquiétez pour la survie de ces animaux? Non. On voit que, par exemple, la population estimée d'orignaux au Québec a grandement augmenté. Au milieu des années 90, on parlait d'une population environ de 55 000 bêtes. Aujourd'hui, on parle d'une population de 125 000 bêtes. Donc, on voit que malgré les opérations forestières, la population estimée d'orignaux a grandement augmenté. Environnement Canada, donc, a publié un rapport récemment disant que l'activité forestière ne nuit pas nécessairement aux animaux, notamment le caribou forestier. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région où sur 70 du territoire, il y a des activités forestières, la population de caribou, je crois, des 15 dernières années, est passée de 115 à 250. Donc, malgré le fait qu'il y a des activités forestières sur 70 du territoire. Donc, je pense que s'il y a une population d'animaux qui se déplacent ou qui augmente ou qui baisse dans certaines régions, c'est une multitude de facteurs. La chasse, les activités récréo-touristiques, et la nature elle-même, les prédateurs. Je veux dire, si les orignaux peuvent se déplacer sur un terrain plus aisément, sachez que les loups et les ours peuvent en faire autant. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer une baisse ou une montée d'une population d'animaux en particulier sur un territoire donné. Vous, M. Bourque, quels sont de cloche vous savez de la part des pourvoiries ou des chasseurs? Bien, je pense que, encore là, je pense que le point est excellent par rapport à l'orignal. Il y a une augmentation. De là à dire que c'est de la faute ou à cause, ou malgré qu'il y ait de l'exploitation forestière, il y a tellement de facteurs dans ça, dont la prédation par la chasse, là, qui peut, notre régime de gestion de la chasse, qui peut avoir influencé. Je ne rentre pas là-dedans. Le cas du caribou est particulier. C'est quand même une espèce, je parle du caribou forestier, donc celui du sud du Québec, c'est quand même une espèce qui est menacée. Et il y a d'ailleurs un plan de rétablissement de cette espèce-là. Donc, forcément, c'est parce qu'il y a des menaces. Et de ce que je comprends, pour avoir lu ce plan-là, on cible l'industrie forestière, entre autres. Il y a plein d'autres facteurs et c'est difficile comme étant un des facteurs responsables de ce déclin-là. Maintenant, sur le plan géographique, local, il y a des variations. Je ne peux que constater qu'effectivement, il y a une hausse dans le secteur du Saguenay, mais ailleurs, visiblement, il y a des baisses. Donc, c'est un peu difficile. Mais c'est une grosse préoccupation, le caribou forestier, puis ça fait partie des choses qu'il faut regarder avec sérieux. Là. Très rapidement, une autre espèce qui peut être menacée? J'en connais pas d'autres. Je ne pourrais pas vous dire spécifiquement. Celui-là, il tient beaucoup notre attention à cause du... Je pense que le caribou, il y a une valeur symbolique. C'est une espèce qui occupait un grand territoire avant et maintenant est tout petit. Et c'est pas dû uniquement à l'exploitation forestière. Monsieur Bourque, Monsieur Guénette, c'est malheureusement déjà tout.